Au Canada, dans les régions de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, le dédoublement du pipeline Trans Mountain suscite des débats. Le Canada est un État fédéral composé de 10 provinces, comptant 34 millions d'habitants, dont 9 millions en Colombie-Britannique et Alberta. L'économie de l'Est canadien se concentre sur l'industrie manufacturière, tandis que celle de l'Ouest est tournée vers l'exploitation de matières premières comme le gaz et le pétrole. Le Canada se place au 3e rang mondial en termes de réserves prouvées en pétrole, et l'Alberta est la province qui concentre la majorité des réserves pétrolières du pays, en particulier dans la région de l'Athabasca. Cependant, il s'agit de sable bitumineux, un pétrole dit sale, dont l'exploitation a des impacts environnementaux et climatiques négatifs. Émissions de gaz à effet de serre, toxicité des bassins de décantation, gaspillage d'eau potable, etc. En 1953 est mis en service le premier pipeline Trans Mountain. Un pipeline est un tuyau servant au transport à grande distance et en grande quantité de fluides comme le pétrole ou le gaz naturel. Cet oléoduc de 980 km, partant d'Edmonton jusqu'à Burnaby, transporte chaque jour environ 300 000 barils de pétrole. En 2013, l'entreprise américaine Kinder Morgan, en charge de ce pipeline, annonce sa volonté d'agrandir le réseau Trans Mountain par la construction d'un deuxième pipeline parallèle au premier. Cette expansion permettrait de tripler le volume de barils transportés chaque jour. Kinder Morgan a donc déposé une requête à l'Office national de l'énergie, un organisme de réglementation fédéral indépendant qui évalue notamment l'impact de l'exploitation des ressources énergétiques sur l'environnement. L'Office a approuvé le projet sous réserve de 157 conditions, concluant qu'il était dans l'intérêt public. En 2018, le gouvernement Trudeau a racheté la filiale Trans Mountain de Kinder Morgan pour 4,5 milliards de dollars. Quelques mois après, la Cour d'appel fédérale suspend le projet, satisfaisant les demandes des opposants. La Cour conclut en effet qu'Ottawa a omis, à la dernière étape du processus de consultation, d'engager un véritable dialogue et de se pencher sur les réelles préoccupations des demandeurs autochtones afin de rechercher des mesures pour y répondre. Au Canada, le terme « peuple autochtone » réfère aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Ce sont les habitants originaux du territoire qui est aujourd'hui le Canada. En 2011, plus de 1,4 million de personnes se sont identifiées comme étant autochtones, dont un tiers vivent dans les 2 provinces concernées. À première vue, il semblerait que ce projet oppose principalement valeurs environnementales et économiques. Or, lorsque l'on s'y penche, on remarque que cette controverse englobe de nombreux autres enjeux. Aujourd'hui, la province de l'Alberta vit principalement de son exploitation pétrolière. En effet, un quart du PIB de la province provient de cette industrie. Les entreprises pétrolières, souvent étrangères, emploient de nombreuses populations locales et paient des impôts à la province. L'Alberta a donc un fort intérêt économique à ce que le projet se concrétise et que les volumes échangés augmentent. Les entreprises du secteur, et par extension leur pays d'origine, sont intéressées par l'avènement du projet, puisqu'il permettrait l'augmentation des volumes transportés, des quantités exploitées et donc du chiffre d'affaires. Les États-Unis, avec Imperial Oil, ExxonMobil ou Chevron, et la Chine, avec ses participations majoritaires dans Brion Energy ou Nexen, sont très représentés sur le marché du pétrole canadien. Portés par des intérêts géoéconomiques et stratégiques, ils soutiennent le Trans Mountain, symbole d'une plus grande interconnexion entre leurs entreprises et les ressources au Canada. Les entreprises asiatiques comme Japan Canada Oil Sands ou Korea National Oil Corporation y voient la possibilité de poser un pied sur un sol riche en matières premières. Durant sa campagne, Justin Trudeau s'était affirmé comme un candidat écologiste et plutôt réfractaire au projet d'oléoduc. Or, le rachat de la filiale Trans Mountain montre son approbation au projet qu'il qualifie de vital et qui s'inscrit dans l'intérêt national. Son changement de position peut être expliqué par une volonté d'indépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis. En effet, ce pays représente 99% des exportations de pétrole brut du Canada. La politique protectionniste de l'administration Trump, favorisant l'exploitation du pétrole local et non son importation, mettrait en péril une part importante de l'économie canadienne. Le projet présente donc un intérêt stratégique car il ouvrirait une porte vers la Chine, premier importateur mondial de pétrole. Ainsi, ce pipeline permettrait, selon Bill Morneau, ministre fédéral des Finances, de préserver les emplois canadiens et de sécuriser les débouchés du pétrole national à l'international. Le pays à la feuille d'érable pourrait gagner en souveraineté par rapport aux États-Unis, souveraineté essentielle pour la puissance d'un territoire dans le monde.
Le gouvernement ne compte pas rester propriétaire du pipeline à long terme et le présente comme un bon projet d'investissement aux entreprises qui souhaiteraient réaliser les travaux, aujourd'hui estimés à un coût de 7 milliards de dollars. Le gouvernement encourage les entreprises à racheter le pipeline grâce à des indemnités fiscales. Parmi les autres parties prenantes, on trouve également les lobbies pétroliers qui sont les géants du secteur. Petro-Canada, Esso, Shell par exemple. Elles soutiennent le projet de rachat en faisant pression sur le gouvernement pour que le projet soit accepté au niveau social et gouvernemental. Elles veulent également augmenter la production de sable bitumineux. Les habitants de l'Alberta travaillent essentiellement dans les entreprises qui exploitent le pétrole, comme Chevron ou Canadian Natural Resources. 150 000 emplois directs sont liés à cette industrie. Ils voient donc d'un bon œil l'expansion du pipeline, qui implique une augmentation de la production et de l'exploitation. Le pipeline Trans Mountain est source de dynamisme économique pour les entreprises de l'Alberta. Ainsi, certains autochtones de la province ont par exemple signé des accords avec la filiale et soutiennent le projet, car ils le perçoivent comme un moyen de sortir de la pauvreté en étant facilement employés. La Colombie-Britannique, représentée par son Premier ministre John Horgan, dénonce le fait que le projet Trans Mountain ne respecte pas certaines conditions, pourtant posées par la ministre de l'Environnement de la province, Mary Polak. La province souhaite bénéficier de remises économiques pour l'expansion du projet sur son territoire, et les populations locales souhaitent être consultées à propos du pipeline. Ainsi, un mécontentement grandissant apparaît au sein de la province. Il vient s'ajouter à des mécontentements latents plus anciens, liés à de graves fuites polluant des centaines de kilomètres carrés de terre, ou encore au fait que le pipeline passe sur des territoires attribués aux autochtones et considérés comme sacrés et inviolables dans les traditions de ces derniers. Plus précisément, les autochtones opposants au projet regrettent d'être mis à l'écart, voire exclus, alors qu'ils sont les premiers habitants du Canada, et qu'ils considèrent que les terres de leurs ancêtres leur appartiennent. Le fait de ne pas toucher de bénéfices économiques est perçu par ces populations comme un manquement à leurs droits fondamentaux. De plus, la Colombie-Britannique subit les pressions de l'Alberta qui la menacent de fermer les vannes de pétrole et de faire un embargo sur certains produits comme le vin. Cela aurait des conséquences néfastes pour la Colombie-Britannique qui dépend de l'Alberta pour son approvisionnement en pétrole. La relation triangulaire entre le gouvernement central et les deux États concernés met en évidence le pouvoir contestataire des États fédérés qui permet à la Colombie-Britannique de suspendre un projet pourtant porté par le gouvernement central. Les conséquences du projet sur l'environnement seraient multiples. Le doublement du pipeline entraînerait la multiplication par 7 du nombre de navires pétroliers sur la côte pacifique, ce qui augmenterait la pollution marine dans le détroit de Géorgie et la mer des Salish. Cela intensifierait aussi la menace des marées noires, un risque auquel les Canadiens sont très sensibles suite à la marée noire Exxon Valdez en 1989 au large de l'Alaska. Les pollutions engendrées menacent directement une population d'orques en voie de disparition qui ne compte aujourd'hui que 76 spécimens. Enfin, en cas de fuite, les écoulements de pétrole seraient 2 fois plus abondants sur les territoires. Des ONG environnementales, telles que Greenpeace ou la Fondation Suzuki, sont alors de fervents opposants au projet Trans Mountain, aux côtés des autochtones, et se sont investis dans le procès à la cour d'appel. Leurs actions passent par des manifestations, une forte médiatisation et des recours en justice. Elles réclament une transition écologique tournée vers les énergies renouvelables. Les Canadiens voient ainsi en la Fondation David Suzuki une source crédible et fiable, capable de faire changer les choses. Justin Trudeau a affirmé sa volonté de respecter la décision de la Cour d'appel, tout en montrant sa détermination de faire aboutir le projet. L'idée serait donc, pour le futur, de signer plus d'accords avec les populations locales et les autochtones, et de respecter les conditions posées par l'Office national de l'énergie, de façon à débloquer la situation. Mais l'issue reste incertaine, surtout au vu des enjeux environnementaux alarmants pointés du doigt par des acteurs du monde entier. La controverse illustre des oppositions qui ne sont pas propres au Canada. Un débat similaire est en cours à propos du pipeline Keystone XL aux États-Unis. Les enjeux sont les mêmes, mettant face à face grandes entreprises soutenues par l'État et populations locales défendant leurs droits individuels. De plus, la controverse du Trans Mountain rappelle avec force que l'environnement est aujourd'hui au cœur des enjeux politiques, stratégiques, sociaux et économiques des pays du monde entier. En effet, alors que le Canada était l'un des principaux signataires des accords de Paris pour le climat en 2015, le pragmatisme attendu pour soutenir l'économie du pays remet en question les engagements pris.